Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter donc, le résultat de ce groupe de travail sur les sols gonflants. Donc, je rappelle, hein, bon, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues, hein, c'est les années précédentes, mais en introduction. Hein, donc, l'historique, c'était ce groupe est issu de réflexions au sein de la commission technique en début 2016, hein, donc il y a 7 ans. On s'est rendu compte quand on a démarré les études sur le Grand Paris, qu'on avait certaines divergences, hein, sur comment prendre en compte ces problématiques de pression de gonflement sur nos ouvrages. Donc on a voulu monter ce groupe de travail et qui donc, a abouti à la recommandation dont je vais vous présenter cet après-midi. Qui est concerné? Ça concerne un peu tous les intervenants géotechniques, hein, donc les bureaux d'études géotechniques, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études des sociétés de travaux spéciaux, les entreprises, etc. Donc on était un groupe, on va dire, de 18 membres. Hein. Bon, ça a pas mal évolué, hein, comme ça fait 7 ans. En 7 ans, ça a le temps de changer un petit peu. On avait un bureau, relativement une bonne représentativité d'un peu tous les intervenants. Hein. On avait beaucoup de maîtres d'œuvre. Hein. On était un petit peu majoritaire sur le groupe de travail, donc avec 7 maîtres d'œuvre, mais également quand même des BE d'entreprise, un maître d'ouvrage, des BE de sol, des bureaux de contrôle, des universitaires, une bonne représentativité des universitaires. Hein. Ce qui fait que le groupe a permis de bien travailler, bien avancer, même si on a un petit peu évolué, hein, sur la fin, avec un noyau un petit peu plus resserré sur les dernières années. Donc voilà la liste, hein, de tous les membres. Alors, il y en a qui sont passés sur des durées plus courtes, hein, peut-être que j'en oublie de certains qui ont pu intervenir également. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont participé, hein, à ce groupe de travail, parce que c'était vraiment quand même beaucoup de discussions, des réflexions très intéressantes entre des visions qui étaient parfois un peu compliquées à faire converger. Hein, mais bon, on est arrivé en tout cas à un texte qui nous satisfait plutôt. Il y a des compromis, il y a peut-être des choses que vous verrez qui ne plaisera pas forcément à tout le monde. Bon, il a fallu qu'on avance, il a fallu qu'on trouve des simplifications dans le phénomène qui n'est pas simple à la base. Donc voilà, ce que je vais vous présenter va peut-être faire réagir, mais en tout cas, nous, au sein du groupe, on est arrivé à ce consensus qui conduit quand même un texte qui nous paraît présentable. Donc pour l'historique, hein, on a démarré, comme je l'ai dit, en 2016. Donc on est à 40 réunions. Hein, on a fait quand même des réunions relativement bien régulières, hein, tous les 2 mois à peu près. Avec au départ 2 sous-groupes, on va dire, un groupe qui travaillait plutôt sur les essais menés par Jean-François Serratrice, hein, la caractérisation du phénomène et les différents types d'essais qu'on pouvait réaliser, et un groupe qui travaillait plus sur les dimensionnements, sur les différentes méthodes de dimensionnement, les principes qu'on pouvait retenir pour prendre en compte ce phénomène. Sur les dernières années, c'était plutôt un groupe, on a regroupé, hein, les 2 sous-groupes, avec, comme je le disais, en gros une dizaine de personnes à chaque réunion, représentant un peu les deux sous-groupes. Donc là où on en est aujourd'hui, donc l'année dernière, je vous avais dit qu'on avait envoyé le texte à des relecteurs, hein, qui ont fait leur travail, qui nous ont apporté un certain nombre de commentaires. On a donc pris en compte ces commentaires, essayé de continuer à avancer sur le texte l'année dernière. Et donc on a finalisé le texte début 2023 avec un envoi du texte finalisé à la commission technique le 17 mars. Donc depuis, on n'a plus fait de réunion. Et donc le texte a été transmis à des relecteurs, donc Sylvie Bretel, Laetitia Pavel et Pascal Aguado, qui sont donc en train de faire leur lecture. Et donc on espère pouvoir prendre en compte leurs commentaires relativement rapidement. Alors je ne sais pas s'il y a eu des dates butoirs qui nous ont été données, mais... D'accord, donc on va pouvoir commencer à prendre en compte ces commentaires en espérant que ça ne remette pas en cause toute la philosophie du texte, parce qu'on est arrivé à un compromis, comme je l'ai dit,
Il ne faudra pas que tout soit mis par terre. Mais bon, en tout cas, voilà, on pense pouvoir quand même finaliser complètement la prise en compte de ces commentaires, on va dire à l'automne. Et donc, ce qui est déjà prévu, c'est une journée de restitution le 25 avril 2024. Hein, on l'avait annoncé ce matin. Donc, j'espère que le texte aura pu être complètement finalisé et édité. Donc, bon, il y a sans doute un gros travail d'édition, hein, avec peut-être sur les figures également. Bon, on sait qu'il y a plusieurs textes qui sont en cours, donc j'espère qu'on va y arriver à cette publication. Et en tout cas, on pourra quand même restituer tout notre travail de manière un peu plus complète pour le 25 avril 2024. Alors, comment les structurer, cette recommandation? Alors, on va dire les deux premiers chapitres, hein, ils sont un peu sur des généralités, et donc le deuxième chapitre sur la caractérisation des propriétés mécaniques. Donc c'est tous les essais, comment réaliser les essais, les paramètres qui sont issus de ces essais. Et les 4 chapitres suivants sont des applications à des problématiques qu'on peut rencontrer sur nos gros ouvrages d'infrastructure. Donc les soutènements verticaux, les radiers, c'était le gros sujet, les tunnels et les fondations profondes. Donc, je vais revenir un petit peu plus en détail sur ces 6 chapitres, en vous présentant un peu le sommaire un peu détaillé, et puis je vais revenir sur quelques points un petit peu particuliers, quelques avancées qui nous paraissent assez significatives. Donc déjà, sur le premier chapitre d'introduction sur les domaines et limites d'application, alors on précise, hein, que ce texte-là, il est vraiment, donc on l'a bâti, hein, pour les ouvrages d'infrastructure, donc les ouvrages en interaction avec des terrains potentiellement gonflants. Donc surtout les ouvrages enterrés de taille significative. Hein. Donc c'est vrai que on avait cette vision Grand Paris et puis les grands travaux d'infrastructure à venir, hein, dans le cadre des réflexions. Et donc on exclut complètement la problématique, hein, de retrait-gonflement de surface, hein, sur les constructions superficielles, même si c'est un sujet majeur, hein, on en est bien conscient. Mais en tout cas, ce n'était pas l'objet du groupe de travail. On s'est vraiment focalisé sur nos gros ouvrages profonds, de taille importante, et donc en se focalisant sur les quatre grands types d'ouvrages, hein, les fondations, les écrans de soutènement, les tunnels et les radiers, enterrés à une profondeur suffisante, et en considérant, ça aussi c'est quelque chose qui peut-être pourrait faire évoluer le texte dans un deuxième temps, mais en tout cas on s'est focalisé sur des terrains saturés, et on n'a pas pris en compte des problématiques d'assèchement et de réhumidification liées aux variations climatiques. Donc on est vraiment dans un domaine de validité de ces recommandations qui concerne que des terrains totalement saturés. Sur le deuxième chapitre, donc sur les généralités également, donc on a bien voulu repréciser dans ce chapitre 1 quels étaient les terrains concernés, la définition, hein, de ces terrains argileux. Donc on parle de groupe de travail des argiles gonflantes, hein, c'est un terme générique. Ça regroupe des argiles, ça regroupe des marnes, et ça regroupe d'autres terrains qui peuvent comporter, qui comportent des minéraux argileux. Et le grand principe qui va sous-entendre un peu tous les principes, toutes les méthodes qui vont être présentées par la suite, c'est de considérer qu'un gonflement d'un sol argileux saturé dans son état naturel, ça résulte de la diminution des contraintes en place après excavation. Et on distingue 2 phénomènes majeurs, donc un gonflement lié à la partie instantanée du gonflement, donc à court terme, on considère qu'on n'a pas d'évolution de la teneur en eau, et on a une partie différée qui est liée à l'arrivée progressive d'eau dans le sol, qui conduit à ce qu'on appelle, on a beaucoup débattu sur ce thème aussi, le terme de gonflement hydrique. Donc, les méthodes de calcul vont être basées un peu sur ce grand principe de distinguer ces 2 phénomènes. On est bien conscient que c'est une distinction un peu théorique, hein, qui n'est pas toujours facile à mettre en évidence, à la fois lorsqu'on réalise les essais. Hein, les essais en laboratoire ne permettent pas forcément de distinguer ces 2 phénomènes. Hein,
et également en chantier, où ce n'est pas toujours très facile de bien voir ce qui est lié au gonflement instantané et la deuxième type de gonflement plutôt plus différé. Bon, en tout cas, c'est quand même un principe fondamental de notre recommandation, c'est cette distinction entre ces deux phénomènes. Donc le troisième chapitre, donc là je remercie Jean-François Serratrice qui a quand même beaucoup travaillé sur la caractérisation de cette problématique-là. Donc Jean-François qui a réalisé beaucoup d'essais dans sa carrière et qui a beaucoup travaillé sur quel type d'essais il fallait réaliser et comment les interpréter. Donc il a mené un peu ce sous-groupe. Donc cette partie-là, donc on a fait une partie assez fondamentale sur toute comment prélever les échantillons, comment les transmettre au laboratoire. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'essais, en particulier dans le cadre du Grand Paris, on a eu beaucoup d'essais qui étaient mal réalisés, les échantillons étaient mal conditionnés, les essais ont été réalisés très longtemps après le prélèvement, donc on se retrouvait avec des valeurs de pression de gonflement qui n'étaient pas utilisables. Donc voilà, on a beaucoup d'écrits, on a une annexe qui est très complète sur cette partie-là, donc sur le prélèvement, fourniture des échantillons laboratoire. Ensuite, un gros travail sur le type d'essai que l'on recommande. Donc on est sur une description des essais, je vais y revenir un petit peu après, donc les essais de gonflement par paliers successifs et les essais de gonflement en parallèle. Comment les interpréter, donc un gros travail sur comment qualifier les résultats, comment les interpréter. Donc on a des tableaux récapitulatifs que je vais vous présenter, et puis donc des ordres de grandeur aussi, on présente des ordres de grandeur de caractéristiques de gonflement pour divers sols de gonflants qu'on peut rencontrer dans le contexte français essentiellement. Plus en détail, quelques focus. Les essais, la plupart du temps, ils sont faits à l'odomètre, avec une approche contrainte déformation. Je l'ai dit, du fait de la grande sensibilité des sols gonflants au changement de teneur en eau, on a une nécessité de disposer d'échantillons de bonne qualité. Donc la procédure prélèvement, la procédure conservation. Et donc la conclusion de ce chapitre-là, c'est qu'on recommande deux types d'essais. Donc les essais par paliers successifs, qu'on appelle également essais de type Uder-Rambert. On a beaucoup travaillé sur la procédure, on a proposé des adaptations un peu de la procédure qu'on retrouve dans certains articles. Et donc le deuxième type d'essai qu'on préconise, c'est les essais de gonflement en parallèle. Et on a tendance à ne pas recommander le troisième type d'essai qui est souvent réalisé, les essais d'inhibition sous contrainte nulle, un gonflement libre, avec souvent suivi d'une recompression. Cette procédure-là, on considère qu'elle n'est pas recommandée dans le cadre de ces projets d'infrastructures à grande profondeur. Donc pour chaque essai, on a une description de la procédure. Comment interpréter les essais et juger de sa qualité. Donc, comment juger également le fait que l'échantillon ait pu être remanié. Et puis donc, qu'est-ce qu'on obtient à partir de ces essais? Quels sont les paramètres obtenus? Et comment utiliser ces paramètres dans le dimensionnement de nos ouvrages? Alors, on a fait pas mal de tableaux récapitulatifs. Il y a pas mal de textes pour bien expliquer de manière très précise la démarche. Mais on résume un peu pour nos deux types d'essais, donc les essais par paliers successifs. Quels sont les avantages et les inconvénients, quels sont les paramètres que l'on obtient et quels sont ce qu'on peut en sortir, quel est l'intérêt de ces paramètres dans nos méthodes de calcul, comment les utiliser, est-ce qu'on peut les utiliser directement. Donc on a ces petits tableaux récapitulatifs pour donc, les essais par paliers successifs, les essais donc, en parallèle.
où selon la méthodologie, on peut avoir des paramètres qui nous semblent peu utilisables. Et si on a vraiment au préalable un cycle de chargement-déchargement, on peut obtenir des paramètres qui nous semblent directement utilisables et fiables pour nos calculs. Donc, on pense vraiment avoir bien suffisamment détaillé tous ces types d'essais pour arriver à quelque chose qui est utilisable de manière directe pour les calculs et donc dans les méthodes de calcul qui vont être présentées par la suite. Ensuite, donc, sur les 4 grands types d'ouvrages étudiés dans cette recommandation, donc, il y avait le premier, on a commencé par les écrans de soutènement. Alors c'est un chapitre qui est très court, hein, on est sur quelques pages. La conclusion partagée par l'ensemble du groupe, alors elle va peut-être faire débat, c'est de considérer en fonction des règles qu'on a pu avoir, que chacun a pu avoir sur les différents chantiers réalisés récemment ou de manière plus ancienne, certains chantiers qui ont été instrumentés plus récemment, c'est de dire que en l'absence de pathologie, en tout cas on n'a pas eu nous de connaissance de pathologie directement liée à ces problématiques de gonflement, on considère que lorsqu'on est en terrain saturé, on n'a pas lieu d'appliquer de pression horizontale additionnelle de gonflement sur les écrans de soutènement. Alors, c'est peut-être un peu brutal, écrit comme ça. En tout cas, on pense que c'est vrai dans les cas de nos infrastructures avec des écrans rigides, de type parois moulées. On en est convaincu, au sein du groupe, que c'est un petit peu, c'est vraiment trop sécuritaire de réadditionner des pressions de gonflement, en particulier sur les ouvrages à grande profondeur. Alors, on sait qu'il existe souvent certains maîtres d'ouvrage préconisés de ramener la poussée à un état, finalement avec un état au repos avec une poussée horizontale K0, un peu de manière un peu arbitraire, on va dire, ça c'était jamais vraiment tellement justifié. On considère, l'approche partagée, c'est de dire que ce calcul est quand même très sécuritaire, et dans certains cas, surtout quand on est à très grande profondeur, on peut arriver en particulier quand on a des K0 assez importants, on peut arriver à des efforts très importants qui sont très difficiles à reprendre, et donc ça peut conduire à des impossibilités ou alors des épaisseurs de parois extrêmement importantes. Donc voilà, ce chapitre, il a fait, on a assez vite arrivé à ce consensus et on n'a pas vraiment eu énormément de discussions ensuite sur cette partie-là. Le deuxième chapitre, qui lui, ça a été l'essentiel de notre travail durant ces 7 ans, on va dire c'est celui qui a fait le plus de débats, c'est la part la plus importante. Là, je n'ai pas tout le sommaire de ce chapitre-là, mais on est sur un tiers de la recommandation qui est liée qui étudie la problématique des radiés, y compris donc, aussi des annexes de méthodes de calcul en plus. Donc, la même structure. On a beaucoup étudié tout ce qui avait pu être observé en termes de REX, en termes de pathologie. Les principes de calcul dont je vais reparler. Les essais en laboratoire visant à caractériser la problématique de gonflement sous les radiés. Cinématique de déformation en front foot, définition de la géométrie de la zone gonflante. La pression de gonflement, elle va dépendre de l'épaisseur de la zone gonflante. Les choix de conception, je vais y revenir un peu plus en détail. Donc, on a bien défini les différents principes de conception de méthodes pour prendre en compte les différentes conceptions pour reprendre cette problématique gonflement. Un tableau récapitulatif. Et puis... Normalement, il te reste 30 secondes. Ah, je vais aller vite sur la fin. Excuse-moi. Bon, donc voilà, donc toutes les méthodes de calcul qui ont pu être décrites. Alors, on explique qu'on a 2 grands principes de conception de radiés. Les radiés qui vont être en contact avec le sol, et donc le sol va exercer, on va avoir une pression du radier sur le sol, et donc le déchargement du sol va appliquer une pression sur le radier. Donc on a interaction avec le sol argileux. La deuxième conception, c'est de laisser un vide, et donc de ne pas avoir d'interaction directe entre le sol et le radier.
et la problématique se réduit à la détermination de la hauteur de vide. Donc voilà, deux extraits de phrases qui sont extraits de cette recommandation. À retenir la deuxième, on a aussi un parti pris, quelque chose sur lequel on est assez convaincu, c'est qu'on doit se limiter, on considère que la pression de gonflement est bornée par une valeur de contrainte effective avant travaux, sigma prime V0. Ça fait l'objet de pas mal de débats aussi. Donc on a des tableaux récapitulatifs sur les choix de conception, donc les radiers sur sol, les radiers sur vide sanitaire, les radiers sur matériaux composites, les types polystyrène, matériaux compressibles. On a pour chaque méthode, pour chaque type de conception, des tableaux qui nous donnent les entrants géotechniques, les méthodes de calcul. Donc là, par exemple, dans le cas où on a un radier rigide qui reprend intégralement la pression, on voit quel type de paramètres on a besoin pour nos méthodes de calcul. On a donc des tableaux récapitulatifs aussi sur ce qu'il faut prendre en compte dans chaque cas. Donc, par exemple, en termes est-ce qu'il faut additionner la pression d'eau, la pression de gonflement. Ça fait l'objet aussi de beaucoup de débats. Donc, sur chaque cas de conception, on explique ce qu'il faut prendre en compte. Les méthodes de calcul qui sont derrière ces principes de conception. Les paramètres donc pour chaque méthode, donc les différents types de méthodes de calcul, analyse numérique ou numérique, semi-analytique, 2D, numérique 2D, numérique 3D, les paramètres nécessaires comme entrant des calculs, les avantages et les inconvénients de chaque méthode de calcul. Je ne vais pas y rentrer dans le détail, mais voilà, vous avez tous ces tableaux qui permettent d'aller vite sur comment choisir la méthode de calcul. Alors, je vais aller, ça peut prendre un peu plus de temps, donc je ne vais pas forcément m'y appesantir, mais en tout cas, ces graphiques, ça résume un peu toute notre conception, de dire qu'on a une loi représentant la déformation quasi instantanée, qui nous conduise à un paramètre C étoile SU, donc la pente de cette déformation quasi instantanée, la pente C étoile G qui représente la déformation globale quasi instantanée plus hydrique, et à partir de là, on a une loi qui nous permet d'arriver aux déformations différées. Ce principe-là nous permet donc de bien représenter les différents principes, donc soit un gonflement libre, donc on va directement chercher l'équilibre en déformation avec une contrainte qui n'évolue pas, ou au contraire une déformation bloquée où la déformation est nulle et on a une évolution de la contrainte. Ce principe-là permet également de prendre en compte l'interaction sol-structure lorsqu'on a une souplesse du sol et du radier. On va avoir un équilibre qui va à la fois avoir une augmentation de la contrainte mais aussi une déformation du radier. Donc, toutes nos méthodes de calcul vont être basées sur cette courbe-là. Et donc tout est résumé avec ce graphique-là. Donc pour conclure, on a aussi pas mal travaillé sur les tunnels, même s'il y a moins de choses très nouvelles. Les méthodes de calcul de tunnels sont issues des méthodes de calcul qu'on a pu utiliser pour les radiers. Donc il y a le même principe, les méthodes de calcul, les dispositions constructives. Et pour les fondations profondes, on a également la même structure, les différents principes structurels et les différentes méthodes de calcul. Donc voilà. Donc encore une fois, je remercie tous les membres de ce groupe de travail. Ça a été beaucoup de discussions, beaucoup de principes qui revenaient un petit peu à chaque nouveau, on va dire, nouveaux intervenants. On avait différentes visions, mais j'espère qu'on est arrivé à quelque chose qui est maintenant assez propre et qui se tient bien sur l'ensemble de la recommandation. Merci à tous.